Gilberto, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, nous expliquer un peu les origines du projet, quel a été ton rôle dans la naissance du projet du film? Oui, et ça a été mon premier scénario. Je l'avais commencé à écrire à la fin de l'année 95 pour un concours de scénario organisé au Chili. À l'époque, il avait deux films tournés chaque année seulement. Et, et le scénario a gagné. C'est-à-dire qu'en mars de l'année suivante, il y avait un peu d'argent et un peu de films aussi argentiques Les pour pellicules, tourner. d'accord. Mais je n'ai pas tous les moyens encore. J'ai postulé à un concours du ministère de l'Éducation. J'ai quitté mon travail de journaliste. J'ai commencé à faire des études de production, de Mhm. théâtre et de cinéma pour préparer un peu le tournage parce que j'avais envie de tourner, mais j'avais aucune idée de comment produire un film. Mhm. Et, et un ami est arrivé comme réalisateur. Et un autre ami, le frère de mon épouse à l'époque, Pablo Vial, ça a été le premier assistant de réalisation. Et le deuxième, si vous savez regarder bien les génériques, c'était Pablo Larraín, qui aujourd'hui est un réalisateur très connu, D'accord. qui a gagné un Oscar en tant que producteur. À l'époque, il était très jeune, il a travaillé un peu comme bénévole presque. Il est arrivé à la deuxième partie de tournage. Le film a été tourné en deux parties, l'année 97 et 98. Parce qu'il me manquait d'argent, j'ai fait deux Mhm. parties pour finir le film. Après, la post-production était très longue, très longue. Après, j'ai commencé à réécrire les scénarios pour compléter bien l'histoire avec la voix off. Il y a un personnage qui n'apparaît pas, qui s'appelle l'évaluateur. C'est seulement la voix off avec un acteur très connu au Chili, Nelson Villagra. Et por coïncidence, le roman que je suis en train d'écrire maintenant à Val-de-Brie s'appelle L'évaluateur. C'est inspiré à partir du même personnage un peu sinistre, D'accord. personnage qui probablement a des liens avec les agents de la dictature. Si on D'accord. regarde bien le film comme une Oui. allégorie politique, Mhm. c'est un personnage qui c'est un peu sinistre. Et voilà, le film a été présenté l'année 2000 au Chili, au Festival de Valdivia, et en novembre à San Sebastián, avec un très bon accueil. Et après, en différents festivals fantastiques, à Fantasport en Portugal, aux États-Unis, Los Angeles Latino Film Festival, à la sala Steven Spielberg, le théâtre chinois, Ah oui. et à Oregon, au festival el H.P. Lovecraft Film Oui. Festival. Mhm. Et le fondateur, Andrew Miglior, il a Mhm. adoré le film, il a réalisé après une édition en DVD pour les États-Unis et Canada. Le film a été diffusé à la télé aussi en Espagne, Argentina, México. Et et aussi en DVD aux États-Unis, en Canada et au Chili. Et, et voilà, récemment a été libéré. C'est un film ancien, finalement, et low Mhm. budget, Oui. mais c'est un hommage très chaleureux, je pense, à la littérature de Lovecraft. Et spécialement parce que quand j'ai lu les contes, j'ai j'ai été très, très admiratif de la capacité de Lovecraft, pas seulement en tant qu'écrivain de terror, mais comme écrivain. J'ai trouvé Mhm. que c'était de la bonne littérature, qu'il avait la possibilité aussi d'utiliser l'histoire comme une allégorie, à mon avis, dans notre film, comme une allégorie politique. Au Oui. Chili, à l'époque de la transition, il avait encore des monstres impunis, les Mhm. militaires, qui Mhm. marchaient librement pour la rue de Santiago. Et ça m'a inspiré pour faire une histoire avec la femme un peu pas évident, non? Et on n'arrive pas à voir qui est Oui, oui. vraiment le monstre. Oui, oui, oui. Ouais. C'est ça que je peux dire. J'aimerais plus t'écouter s'il y a des questions, peut-être à propos du film, ou si David a envie de dire quelque chose. Alors, moi, j'ai une question. Tu as écrit un livre de Making of, hein, je crois qu'il s'appelle Lovecraft vit au Chili. Tu as écrit un Oui, livre, ouais. Alors, du coup, quelle place tient Lovecraft au Chili, en fait? Parce que, oui, oui. Ça, c'est un livre qui a été publié seulement en format numérique, Mhm. en espagnol. J'ai une version traduite français, mais pas corrigée encore. J'aimerais bien un jour de publier le livre en français aussi. C'est le making-of et tous les commentaires et publications à propos du film aussi. Et, au Chili, Lovecraft est bien connu entre les écrivains. C'est toujours une lecture de niche, mais entre les écrivains, les artistes, entre certains lecteurs, il est très connu. Euh, il avait des soirées au Chili qui s'appelaient les soirées Lovecraftiennes. Mhm. Chaque semaine, dans son café à Santiago, les années 2012-13.
Et je suis allé rencontrer plusieurs écrivains, spécialement des éditeurs, scénaristes, anthropologues, qui donnaient des conférences Mhm. chaque semaine à propos de certaines choses de la littérature. Lovecraft et l'architecture, Lovecraft et la mythologie. À chaque semaine, il avait une conférence différente. Un peu comme l'analyse du livre de Houellebecq, hein. C'est un peu comme ça. Mais ça a été vraiment improvisé entre des gens qui adoraient Lovecraft Mhm. et, et qui sont toujours actifs au niveau de bande dessinée, de littérature. C'est un cercle de gens inspirés par Lovecraft, comme aussi les réalisateurs plus connus comme Ridley Scott ou Guillermo del Toro. Mhm. C'est vraiment un écrivain très important pour beaucoup des artistes qui travaillent dans le monde fantastique, pas seulement au niveau de littérature, aussi BD et cinéma. Mhm. D'accord. Et justement, dans le film, il y a un moment, Pickman dit les Chiliens sont le peuple le plus gothique qui existe, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ils les considèrent comme un peuple très gothique? Oui, c'est le professeur Matotti qui dit ça, que c'est un personnage, c'est un hommage Oui. à Lorenzo Matotti, Mhm. l'artiste BD, que pendant les années 90, il a apparu dans la couverture de Time Magazine. Et pour moi, c'était très important de voir une reconnaissance à la BD, qui avant n'était pas considérée comme une expression artistique Mhm. au Chili, spécialement. C'est pour ça que je n'ai pas fait les études à une école artistique, parce qu'ils ne savaient même pas la BD. Je suis allé au lycée, à l'université pour étudier le journalisme. Et le personnage de Matotti, j'ai donné après la version BD au vrai Matotti à Paris, Mhm. l'année 2018. C'était une surprise pour lui. Et les personnages disent ça parce que, d'un notre point de vue, Chili, c'est un pays avec une horreur très grande à propos de la dictature et tout ça, Mhm. mais aussi il avait un pouvoir qui faisait une espèce de balance, que c'était le pouvoir des sorcières, parce que Chili, il y a une histoire à propos de ça, d'une société secrète de sorcières qui s'appelait la Recta Provincia, et qui a vraiment existé. Il avait un procès en tribunal à fin du 19e, commence du 20e. Et, j'avais envie de donner le côté un peu surnaturel, mais aussi d'utiliser le mot gothique aussi. C'est pour ça que le film s'appelle Chilean Mhm. Gothic, Mhm. de donner un côté sud-américain aussi Oui. à la traditionnelle définition de la littérature de terror. Mhm. C'est un peu, je pense, comme le travail que fait maintenant Mariana Enríquez, qui a mélangé aussi l'horreur et la politique à un niveau de littérature. Ça a été un peu une exploration de tout ça, de comment actualiser et situer un genre littéraire, mais dans autre côté du monde. Alors, moi, il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ben, je dis, moi, je fais de la musique, j'ai adoré la bande son. Est-ce que tu peux nous parler du groupe qui a composé la bande sonore? Oui, je pense que c'est une des choses que je suis plus fier encore, parce que comme c'est un premier film, un premier scénario, je regarde le film et je note les fautes encore, Ah oui, oui. les choses qui ne sont pas complètement réussies, mais les sons, on a travaillé Oui. plus d'une année les sons, avec des musiciens. À l'origine, j'avais parlé avec les anthropologues du musée précolombino du Chili, qui utilisaient de vrais instruments Mhm. trouvés dans les tombes Oui. les tombes anciennes, indiennes, incas, chiliens. Et chaque fois que le musée classifiait les instruments, ils avaient l'opportunité d'enregistrer les sons. Ce Mhm. sont des instruments qui font un seul son, qui normalement sont avec la figure d'un oiseau, d'un Mhm. animal. Et, et la première fois, on a travaillé ensemble, et les sons étaient tellement bizarres parce qu'ils sont des masses sonores, Oui, oui, oui. sont vraiment des notes, pas des mélodies. Et, et ça a marché pas bien avec les montages et l'édition. Après, on a travaillé avec Fractal, qui sont les musiciens Mhm. du Mhm. film. Et je me souviens que notre premier trailer, pour chercher plus d'argent, on avait utilisé aussi la musique de Morricone, qui Mhm. apparaît dans le film The Thing de Carpenter, Ah ouais. qui a été pas utilisé dans le film, mais qui apparaît aussi Mhm. sur le DVD et qui après a été récupéré par Tarantino pour le Mhm. film de Oui, Cowboys, oui, oui. qui a gagné un Oscar. Mhm. Tan, 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 tararararan, tan, 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 tarar. C'est ça, j'ai Mhm. adoré cette musique. Mais après, on a décidé de travailler avec Fractal, avec des instruments aussi originaires de Sud-Amérique, mais aussi de différentes cultures, d'Australie, de différents pays.
et qui donne un son très particulier, très spécial. Mais aussi, tous les sons qui apparaissent dans le film, il y a des pierres, des briques qui sont utilisées. Les musiciens ont ajouté des notes à l'envers, pas enregistrées à l'envers. Ils ont joué les notes à l'envers pour donner une atmosphère différente. Et, l'étude de son, il a utilisé un mix qui à l'époque a commencé à vendre aux études de son de différents pays, l'ingénieur de son de David Lynch. C'est un mélange de sons, je ne sais pas si tu as bien noté, mais il y a des sons qui sont d'origine industrielle, Oui. qui s'écoutent aussi comme un cœur qui se bat, non? Toum, 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 qui sont en bas dans quelques scènes, spécialement à Santiago du Chili. Mais tous les autres sons sont de culture originaire, des instruments originaires. Et chaque personnage a une chanson, comme dans tous les films, mais à la fin, pendant le générique, chaque chanson de chaque personnage est mélangée comme une seule chanson. D'accord. Ça, c'est un truc que j'adore aussi. Ah, mais je trouve que Black s'appelle le groupe. c'est vraiment très très réussi, hein, cette bande sonore. Enfin, voilà. Oui. Et il y a une question, donc je la pose Sophie, c'est de Steve, je crois. Quelle est la réception au Chili du mythe de Lovecraft et son interprétation au vu de la culture chilienne? Oui, tu sais que pendant la recherche pour les romans de la saga Cochrane, j'ai commencé à plonger aussi en tout ça. Pardon, j'ai un peu soif. Et, por exemple, la culture Selknam de la Terre du Faux. Et ça, c'est notre troisième volume avec David, Lord Cochrane et le trésor de Selkirk qui sortira en avril. On peut parler à la fin de tout ça. On va en parler Mais la après, culture Selknam, il y avait un explorateur des États-Unis qui a visité la Terre du Faux quelques années après la sortie de Lord Cochrane du Chili. Et il s'appelait Jeremiah Reynolds. Et il a raconté des histoires fantastiques. Il a dit, par exemple, il disait que les Selknam adoraient comme un dieu une espèce de calamar géant attrapé dans une lagune. Et probablement ça a inspiré la créature de Cthulhu à Lovecraft. Et tous les livres de Jeremiah Reynolds ont inspiré probablement aussi à Edgar Allan Poe pour écrire Gordon Pym. Oui. Donc Gordon Pym a inspiré les montagnes hallucinées. Il y a un clin d'œil dans le film aussi, voilà. Le bâtiment Gordon Pym. C'est un clin d'œil. Oui. Et j'ai écouté aussi que toute l'histoire de la société secrète de Chiloé, tous les coordonnées ont inspiré aussi à Lovecraft pour inventer la cité perdue de Raleigh. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la mythologie du Chili et quelques auteurs de la littérature fantastique et aussi des aventures. Jeremiah Reynolds a écrit un autre livre à propos de la baleine blanche, Mocha Dick, qui a mené les âmes des guerriers mapuches décédés à une espèce de Valhalla, la île Mocha. C'est une vraie île qui existe au Chili. Mocha Dick. Et Melville a trouvé cette mythologie pour écrire Moby Dick. Je suis très content d'avoir la possibilité de récupérer tout ça pour l'utiliser aussi dans la saga Cochrane comme hommage à la littérature de Lovecraft, mais aussi pour récupérer l'origine de toute la mythologie qui a inspiré de grands artistes de la littérature universelle. D'accord. Il y a un lien. Il y a plus qu'un lien même. Ouais. Du coup, ça me permet de faire le lien avec Cochrane. Et puis voilà, c'est une petite question pour vous deux, à toi et à David. C'est une question peut-être un peu naïve, mais comment vous vous êtes rencontrés, enfin littérairement, comment ça se passe? Moi, je ne connais pas trop ce monde-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est venu chercher l'autre? Alors, donc oui, bonsoir, je suis David Melman, je suis l'éditeur aux éditions Forge de Vulcain et je suis l'éditeur de Gilberto. Alors moi, je ne lis pas l'espagnol, donc quand on veut traduire ou publier en français de la littérature étrangère, l'usage, c'est généralement d'avoir une bonne connaissance de la langue qu'on veut traduire, et sinon sinon on est un peu pénalisé. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement été démarché par Penguin. Penguin, c'est un des plus gros groupes éditoriaux du monde. Et ils étaient intéressés par le travail des Forges de Vulcain. Et ils avaient repéré 3 romans qui étaient des romans un peu romans de genre, mais un peu romans littérature générale, un peu à mi-chemin des deux, un peu inclassables.
qui étaient des romans un peu évidents dans leurs différents pays, c'est-à-dire le Chili pour 2 d'entre eux et l'Argentine pour l'un d'entre eux. Et donc, la responsable des droits de Penguin m'a présenté ces 3 romans. Moi, j'ai demandé à un traducteur de me faire des fiches de lecture. Et les 3 fiches de lecture étaient revenues assez enthousiastes sur les 3 livres, mais il m'avait dit particulièrement sur le roman de Gilberto, ça c'est vraiment très particulier quand même. C'est-à-dire que c'est à la fois du grand roman d'aventure, c'est bien écrit, il y a du Lovecraft, mais c'est plus que simplement un hommage, il y a quelque chose de plus qui joue dans une hybridation bien réussie. Et donc, je suis parti un peu en aveugle. Alors, je n'étais pas complètement en aveugle puisque j'avais une fiche de lecture de 6 pages. J'avais un résumé, voilà. Et puis, j'ai essayé de trouver en ligne plein de choses sur Gilberto. Et on s'est lancé comme ça. Et la blague, c'est que, alors qu'on avait déjà beaucoup travaillé sur le livre, le texte était quasiment complètement traduit. La responsable des droits de Penguin me dit Ah, et je ne vous ai pas dit, mais Gilberto Villarroel, il vit à Paris. C'était un peu étrange parce qu'en fait, une des difficultés en littérature étrangère, c'est que comme l'auteur est rarement en France, c'est difficile pour lui de participer un peu à la promotion de l'œuvre. Et donc, parfois, ça nous joue des tours, c'est-à-dire il y a des textes très bien, mais qui ne sont pas assez promus. Et voilà. Et alors, généralement, on nous prévient à l'avance quand l'auteur vient en France, quand c'est le cas. Et là, elle avait complètement oublié de nous dire. Donc, on a organisé très vite un déjeuner avec Gilberto. Et lui, il se disait, bon, bah, je vais signer un contrat, puis on va commencer à traduire et comme ça. Et je lui ai dit, oh, bah non, moi, j'ai- je savais que tout allait bien se passer. Donc, le traducteur il a déjà traduit le livre. Donc, on signe le contrat et puis on imprime dans 3 mois. Voilà. Euh, donc, voilà, ça s'est passé très bien, très rapidement. Après, ça reste des projets un peu difficiles parce que c'est des textes longs. Euh, et voilà, mais c'est une grande fierté de publier cette série. Je dois avouer que moi, j'étais un très, comment dire, un avide Lovecraftien quand j'étais adolescent parce que j'ai découvert Lovecraft par le jeu de rôle. Euh, Comme et beaucoup. même si des années après, j'ai préfacé une édition de l'Appel de Cthulhu pour la Oui, FNAC, oui, oui, oui. en fait, je me rends compte avec le temps que j'aime beaucoup Lovecraft, mais j'aime beaucoup ce que les gens en font après. Et que parfois, alors parfois, il y a des adaptations ou des hommages pas très réussis. Et parfois, je trouve que quand on s'en éloigne, tout en gardant certains aspects, c'est une des grandeurs de Lovecraft, c'est la fécondité de l'œuvre de Lovecraft Mhm. sur à quel point ça a marqué des gens. Et alors, le film qu'on a vu ce soir, moi, c'est la 3e fois que je le vois. Et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses, en fait. C'est-à-dire que j'arrive à mesurer de plus en plus ce qu'a apporté Gilberto, ce que ça dit sur le Chili à cette Mhm. époque-là, ce que ça dit sur la pratique artistique, sur plein de choses, plein de petites choses aussi, voilà. Et il y a quelque chose que j'aime dans ce film, c'est porté par une sorte de vraie sincérité, de vraie appropriation de Lovecraft. Donc voilà, donc je suis très fier de publier Gilberto. Voilà. Merci. Je suis content aussi de faire partie de Force. Ça a été une belle expérience, comme David a dit. Ça a été une grande surprise parce que notre première fois, notre premier rendez-vous, ça a été en septembre. David m'a dit non, le livre est déjà traduit. En octobre, le mois suivant, on était ensemble pour présenter le livre au distributeur. Et après, quelques mois après, en février 2020, le livre a été publié. En mars a commencé la pandémie. Et voilà, le livre est resté vivant toute la pandémie, Mhm. heureusement. Et ça a été impressionnant. Ouais. Et David, est-ce que tu peux juste redonner le nom du traducteur des livres Alors oui, bien sûr, le traducteur, en plus, il joue un rôle très important parce que ça m'intéressait de travailler avec lui. Donc c'est Jacques Fuente Alba, parce que c'est un vrai Lovecraftien, en fait. Donc, Mhm. euh, ce qu'il y a, c'est qu'un un traducteur, en fait, c'est à la fois quelqu'un qui connaît bien la langue initiale, qui est très bon dans la langue cible, mais c'est aussi quelqu'un qui va un peu comprendre la culture qu'il y a derrière un livre. Mhm. Jacques, il avait 2 avantages pour ce projet. C'est que c'est un franco-chilien et l'autre chose, c'est que c'était un grand lecteur de Lovecraft. Donc, ça a C'est été ça. des avantages.
Après, en toute honnêteté, c'est des projets difficiles parfois parce que c'est des textes longs, voilà. Mais petit à petit, chaque volume est plus réussi. Là, le troisième va vraiment être très réussi, c'est-à-dire que c'est à la fois Gilberto, dont le premier roman, donc Cochrane contre Cthulhu, Mhm. était déjà très réussi, mais le volume 3, euh, chaque volume, il y a un passage de cap esthétique, de maîtrise esthétique. Mhm. Donc à chaque fois, j'ai hâte de voir la suite. Et puis nous, avec Jacques, on commence à être rodés, donc à chaque fois, le livre est meilleur. Donc tout va bien. Donc là, normalement, ça sort courant avril. Mais tu me disais qu'il y avait quelques petits soucis de production. Enfin, Non, alors cette année, c'est très particulier. C'est que, il y a une crise majeure de l'impression dans le monde complet. Et donc, ça rend quand même certains projets difficiles. mhm. C'est idiot, mais par exemple, les bouquins de Gilberto étant longs, ils sont dans une taille un peu plus grande que nos autres bouquins. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'imprimeurs en France qui font cette taille-là. Et donc, oui, parce que nous, on n'imprime qu'en France. Et donc, ça a Oui, décalé comme ça. de presque 2 mois la sortie du livre, ce qui n'est pas un problème parce que le début de l'année 2022 n'a pas été, pour l'édition française, des très bons mois. Donc là, normalement, ça reprend. Donc, une sortie en avril, c'est parfait pour nous. Et ça permet après à Gilberto de faire les salons. Notamment, le salon qu'on a vraiment vu, que Gilberto a déjà fait à l'automne dernier, c'est les Imaginales. Donc, on vous donne rendez-vous si vous êtes Ah ben, dans l'Est de la France, aux Imaginales. on Voilà. y sera. Oui. Mhm. Et du coup, tu parlais de séries, mais ça va s'arrêter quand du coup alors? Parce que là, on en a au troisième volume. Gilberto, tu t'arrêtes quand? Alors, Ou t'arrêtes pas, mais voilà, mais ça va continuer ouais, encore. tu sais que quand j'ai publié les deuxièmes que tu as montré, Oui, voilà. l'ordre des catacombes, j'avais l'idée d'insérer au milieu un troisième volume qui c'est le voyage de Cochrane en montagne hallucinée. Mhm. Il parle de ça, les personnages, au deuxième volume. Mais finalement, le livre a été très long et a été coupé en 2 volumes. Et le premier volume, c'est Lord Cochrane et le trésor de Selkirk, Mhm. qui fait l'aventure pour trouver le lieu de montagne hallucinée. C'est une histoire de pirates aussi. Et c'est une histoire romantique aussi entre Cochrane et Maria Graham à partir d'un vrai épisode de sa vie. Un personnage féminin qui apparaît important pour la première fois dans la saga. Et le quatrième volume, qui va sortir en Chili en espagnol dans le mois de mai, s'appelle Lord Cochrane dans les montagnes hallucinées. Ah oui. C'est la suite. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont 4 volumes de l'univers Cochrane Toulouse. Et maintenant, je suis en train d'écrire le cinquième, que c'est un crossover entre Cochrane, la sorcière les sorcières de Chiloé, la recta provincia, et Mochadik, la baleine blanche, pourquoi pas, Mhm. et Toulouse. et, et ça sera un cinquième volume. Et ça, c'est à mon avis le cycle de Cochrane Toulouse, que sera possible de lire en ordre de sortie, Mhm. mais aussi en ordre chronologique, parce que Cochrane versus Toulouse se situé en 1815, Mhm. le volume que je suis en train d'écrire au Chiloé, 1820, après Lord Cochrane, le trésor de Selkirk, Lord Cochrane en montagne hallucinée, 1822-23, et le dernier sera le livre que tu as sur ton bureau, les ordres des catacombes, et les choses s'en passent, sera que c'est possible de lire n'importe dans quel ordre, mais aussi en ordre de sortie ou de chronologie, ou comme un standalone. J'ai travaillé beaucoup pour faire possible ça à chaque Mhm. lecteur, de rentrer dans la saga dans n'importe quel Mhm. moment. Et après, j'ai envie d'écrire des autres aventures de Cochrane, comme des épisodes standalone, et aussi, si c'est possible, en différents genres et en différentes époques. D'accord. C'est-à-dire avec les personnages plus jeunes et plus âgés Mhm. aussi, à l'époque de la reine Victoria, des choses comme ça. C'est un projet ambitieux. Oui. À vie, peut-être. Et en même temps, j'ai écrit en 2020 un livre de vampires fantastique qui a un côté politique aussi, une allégorie D'accord. politique au Mhm. Chili, qui s'appelle Zona Zero. C'est pas publié encore en français, on verra. Et, C'est au programme. Voilà. Ouais, ouais. Ah bah, et scoop. je suis en train d'écrire mon premier polar ici à Val-de-Brie, Oui. grâce à la résidence de la mairie de Val-de-Brie, du ministère de Culture et des forces de Vulcan qui sont alliés pour faire possible ça. Juste un tout petit détail Vas-y, avant les David, oui. questions.
C'est vrai que c'est une série, mais c'est conçu de manière très intelligente par Gilberto, parce que éditorialement, les séries, c'est toujours très, très difficile, parce que on considère qu'à chaque nouveau volume dans une série, on perd en fait la moitié des lecteurs. Donc en fait, il faut que le premier volume se vende vraiment énormément Mhm. pour que au troisième, au quatrième, il y ait encore assez de lecteurs pour pouvoir continuer. Et ce à quoi pensait Gilberto, c'est à la fois par politesse pour les lecteurs lectrices, mais aussi, je pense, pour lui se stimuler artistiquement, c'est que chaque volume est un point d'entrée. Donc ça veut dire Mhm. que là, par exemple, le volume 2 finalement, a mieux marché que le premier, du moins dans l'édition grand format. Mhm. Euh, et parce que des gens, ils peuvent commencer par Lord Cochrane et l'Empire et l'Ordre des Une Catacombes. catacombe, oui. Euh, et, et après embrayer. Et je trouve que c'est très malin et c'est un peu atypique en fait. Mais finalement, c'est pas inédit. Mais je trouve, moi, j'étais un ado, un grand lecteur de comics et je me rends compte effectivement que parfois, il y avait plein de stratégies des scénaristes de Mhm. comics américains pour trouver le moyen de faire rentrer les gens dans les comics, histoire que personne se dise ah, on est à l'épisode 487, il faut que je me farcisse les Oui, oui, 486 oui. épisodes qui ont précédé pour comprendre. Voilà. Mhm. C'est quelque chose aussi qu'on voit un peu. Bah, là, ça va me faire la transition avec la première question, c'est les séries télé. C'est-à-dire que Oui, les séries télé actuelles sont relativement courtes. Donc, en fait, les gens regardent souvent l'intégrale. Les séries télé des années 70-80, il y en avait qui étaient très, très longues. Mhm. On peut penser à Dark Shadows, enfin, c'est les années 60. Heureusement que les gens pouvaient rentrer en cours sans être complètement perdus. Et voilà, donc ça, c'est un des charmes aussi de cette série. Mhm. Tout à fait, ouais, ouais. Effectivement, alors, pour revenir aux questions, donc on embraye sur les séries. Moi, c'est Gauthier, moi, je m'attendais pas. Voilà, il pose la question, est-ce que Gilberto a vu l'adaptation du modèle de Pickman dans un épisode pardon, de la série TV des années 70, l'envers du tableau, Night Gallery de Rod Serling, le créateur de la quatrième dimension. Je ne sais pas si tu l'as vu cet épisode-là, Non, Gilberto. Voilà, je crois qu'on la trouve en DVD maintenant. Voilà, mais je crois qu'il a fait dans cette série-là, il a fait plusieurs maintenant adaptations. sera plus facile probablement. Ouais, ouais, Oui. voilà. Mais à Et l'époque, je n'ai pas trouvé l'épisode. J'ai ouais. écrit les scénarios, comme je l'avais dit, les années 95. À l'époque, j'étais éditeur à la radio coopérativa Santiago du Chili. Et normalement, je travaillais de 16 heures à minuit pour préparer les programmes de la journée suivante, que ça a été en direct, mais j'ai préparé toutes les interviews, les titres, l'édition de contenu et tout ça. Et j'ai commencé à travailler chez moi à partir de minuit, Ah oui. à 2, 3 du matin, entre 15 jours, 20 jours, moins d'un mois. Et j'ai écrit le scénario comme ça, hein, très excité pendant la Oui, nuit, oui, ah ouais. pour arriver aussi à la date du concours. Oui, oui, bah oui, forcément. Ouais, ouais. J'avais commencé à écrire un autre scénario avec un copain, mais on n'avait pas le temps les deux ensemble. Et pour me rigoler, j'ai commencé à adapter les contes de Pickman que j'ai adoré. Et ça a été finalement le scénario que j'ai envoyé au concours, et qui a gagné, que j'ai tourné. Et à partir de ça, j'ai commencé à travailler comme scénariste au Chili plusieurs années. Jusqu'à 2016 que j'ai écrit et produit le documentaire de Cochrane. Et il y a un autre projet documentaire maintenant que je bosse, mais que je n'ai pas encore une version de scénario. Je suis sur la recherche seulement parce que j'utilise presque tout le temps pour la saga Cochrane. Alors, je continue. C'est Nicolas qui met un petit commentaire et dit le film montre sans montrer, et c'est vraiment très réussi. Il y a beaucoup de richesse, donc c'est des compliments. Elle demande est-ce qu'il existe en VOD ou encore en DVD. Merci por el comentario. Oui, mon professeur de photographie à l'école de journalisme, Juan Domingo Marinello, il m'a dit la même chose que le film te oblige à utiliser la imagination, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors de champ, de cadre. Et ça, c'est l'opposite, le contraire de los films de super-héros aujourd'hui, qui te Oui. montrent tout, qui t'expliquent tout. Oui, ça, c'est une chose que j'aime bien encore aujourd'hui de film. Et ce n'existe pas en VOD, a été publié en DVD por Andrew Miglio aux États-Unis, la édition en DVD, qui a sorti l'année 2000,
2004 peut-être. Mhm. Et sont difficiles à trouver aujourd'hui. Tu peux trouver encore le DVD sur Amazon, mais sont très chers parce qu'ils ne sont pas facturés. Et son édition culte aujourd'hui, mais les films est libéré sur YouTube en espagnol. Et après cette watch party, j'ai l'idée de libérer aussi la version sous-titrée en français d'ici à quelques jours. Comme ça, tout le monde pourra regarder Donc, librement ouais. les Parce films. que là, ouais, à l'heure actuelle, on trouve la version originale entière sur YouTube, hein, c'est ça? Pas Oui, sous-titrée. Et donc, tu vas la mettre en ligne d'ici peu. Voilà, on pourra accéder à la version sous-titrée française. sous-titré. Oui, Voilà. oui. C'est gratuite. Et la chaîne de YouTube s'appelle Interior Dia en Mhm. espagnol. La semaine prochaine, je pense que la version sous-titrée en français sera disponible aussi. Super. Et du coup, alors, je continue dans les questions. Alors déjà, il y a Bruno qui dit il faut que tu arrêtes parce que tu fais trop de livres, on n'arrive plus à suivre. Tant mieux. Et aussi, j'ai pas vu la question. Ouais, c'est une question de Valentin concernant la bande dessinée chilienne. Est-ce que tu as des références, notamment en lien avec Lovecraft, évidemment, quoi, en bande dessinée chilienne? Oui, oui, il y a plusieurs admirateurs de Lovecraft. Et j'ai publié aussi la version en bande dessinée Oui, oui, c'est les vrai. modèles Pigman, qui se mélange entre l'histoire de Lovecraft et le film. Mm, C'est-à-dire, dans la BD apparaît le professeur Matotti, qui est un personnage qui n'est pas présent sur le conte de Lovecraft. Il y a un mm, narrateur, non, qui parle avec Elliot. Non. Mais la version BD, c'est plus pareil à la version de film. Ça a été publié en 2009 au Chili en espagnol. Et le 2017, j'ai présenté la même BD en Angoulême sur le stand du Chili, que mm. c'était la première année que Chili avait un stand en Angoulême, mais seulement en espagnol. J'ai vendu quelques exemplaires, j'ai fait quelques dédicaces, mais seulement pour les gens capables de lire en espagnol. Et mon rêve sera de publier un jour aussi une version en français, on verra. Mm. Oui, mais pour l'instant, j'ai publié seulement en espagnol la BD. D'accord. Ouais, parce que moi, je connais chez Breccia, mais je ne sais plus s'il est chilien. Je ne crois pas d'ailleurs. Ah, Je ne Breccia, sais plus, oui. j'ai un doute. Non, il n'est pas chilien, il est Je vais ou argentin, de peut-être. Argentina o Ouais, je dis une ânerie, italien, ouais. pas la Ouais, voilà. nationalité. Voilà. Mais il a réalisé une adaptation super, Mm. spécialement de Les couleurs tombées du ciel. Oui, oui, voilà. C'est extraordinaire. Mm. Mon idée à l'origine, ça a été de tourner une trilogie avec les modèles de Pigman, El Extraño, Les Étranges et Les couleurs tombées du ciel. Mm. J'ai réussi à écrire un scénario de long métrage pour La couleur tombée du ciel. J'ai travaillé le scénario le 2004 avec la bourse de la Fondation Carolina de cinéma à Madrid, 3 mois, mais je n'étais pas contente encore avec ma version. C'est difficile de montrer une image en couleur que ça n'existe pas. Oui, ça, c'est tout le Je problème. pense que noir et blanc, c'est la meilleure façon, comme a fait Breccia. Après, j'ai quitté. C'est-à-dire, ça existe en version scénario. J'aimerais bien y adapter peut-être en format de BD un Mhm. jour. Mais je sais que John Carpenter a essayé pendant 10 ans d'adapter la même histoire au cinéma. Il a Mm. quitté aussi. Ah oui, c'est compliqué, hein, ouais. C'est compliqué, oui, oui. Mm. C'est trop facile de gâcher Oui. les histoires de Lovecraft Mm. en image. Oui, C'est pas clairement. évident, c'est pas évident. Clairement, oui, oui. Alors, je regarde juste le fil là. Effectivement, je crois qu'il y a la bande-annonce de ta bande dessinée. On peut la trouver sur Vimeo. Il y a un commentaire qui dit ça. Je crois qu'on peut la trouver. Je l'avais trouvée, moi. Oui, Euh, il y a un clip aussi avec des images de making-of un trailer, ouais, ouais, ouais. sur Vimeo, sur YouTube aussi, dans la chaîne Intérieur Dia, avec quelques images qui n'apparaissent pas aussi dans le film. Mm, mm, mm. Je peux dire que dans le film, toutes les choses montrées sont vraies à l'époque. Aujourd'hui, ça sera difficile de faire ça. Par exemple, le cœur que Ah lance oui. Pigman, sont cœurs d'animaux vrais qu'on a Mm, acheté au marché. Et toutes les choses qui apparaissent dans la salle de bain abandonnée mm. sont des vrais morceaux des animaux aussi. Et les rats et les souris qui apparaissent sur les égouts sont des souris de laboratoire blanches qui ont été maquillées et bien alimentées aussi pour grandir un peu. D'accord, génial. Les squelettes sont vrais squelettes de l'école de médecins de l'Université du Chili, mais sont vrais êtres humains, hein, les squelettes qui apparaissent. Aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de faire une chose comme ça. Hein. Ah, c'est plus compliqué maintenant. Oui, C'est compliqué, il y ouais, a ouais. une chose de respect aussi. Oui, Par oui. exemple, je n'étais pas capable de faire une photo quand je suis allé à les catacombes de Paris pour faire la recherche pour le Mm, deuxième livre de Cochrane.
j'avais pas envie de faire une photo de moi avec les Oui. squelettes. Parce que ce sont Mm. des êtres humains qui restent. Mais dans les films, toutes les choses sont vraies. Sont des vraies égouts, sont des vrais bâtiments abandonnés, très dangereux pour tourner. Et des vrais squelettes. L'odeur était horrible après, J'imagine, oui. après d'avoir fini le tournage. L'odeur était horrible. Voilà. Mais on te voit aussi dans le film, du coup, c'est toi qu'on voit. Oui, Il y a eu des séances de maquillage, je crois. oui, c'était une espèce de blague, non? De dire que le meilleur ami de Gabriel Martinez, c'était un autre journaliste, Aníbal Neira. Je me laissé la possibilité de faire un caméo, mais ça a été un cauchemar finalement, parce que sont 4 heures de maquillage à la morgue de Santiago, Mm. immobile. C'était une torture pour 4 secondes qu'apparaît Oui, ouais, ça c'est le court, corps. oui, oui, ouais, ouais. Oui, mais c'est terrifiant aussi. L'artiste qui a fait ça a travaillé après à Hollywood. Elle a émigré à Hollywood pour D'accord. travailler avec ça comme un curriculum. Et après, les fantômes qui apparaissent sur la lagune, c'est moi aussi, avec un vêtement spécial comment est-ce que ça dit, De plonger, c'est de ça? plongée, oui. Oui. Plus les sacs, les vêtements. Mais c'est à 4 heures, 2 heures, 4 heures du matin, sur une lagune froide au Mm. Chili. J'étais malade à la fin de tout ça. J'étais très, très malade. Et ça n'était pas une bonne idée finalement de faire les caméos des journalistes de CD. Ouais, ça n'était pas une bonne idée. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais. Alors, je regarde juste, il n'y a plus trop de questions. Alors moi j'ai une question, c'est plus pour David, on va un peu s'écarter de Lovecraft, mais Oui, tout en y restant. Je sais que tu m'avais parlé, enfin même tu en as parlé à d'autres par rapport à Arthur Machen. Je ne sais pas si on peut en parler, David. Je crois que tu Si, travailles sur si. quelque chose, parce que j'ai vu que c'est passé sur un blog, donc je pense qu'on peut en Oui, parler. oui, ben, il y a le blog de Nicolas Winter Oui, voilà. qui, chaque année, propose aux éditrices et éditeurs, alors, généralement éditeurs et éditrices d'imaginaire, de présenter leur grand programme de l'année. Et puis, à chaque fois, il nous dit, allez, donnez-moi un truc important, confidentiel. Et voilà, alors bien sûr, quand on le met sur son blog, c'est plus très confidentiel. En fait, moi, il y a quelques années, il y a une traductrice qui est Anne-Sylvie Salzman ou Anne-Sylvie Omassel, qui est un de ses pseudonymes, qui m'a fait découvrir Arthur Machen. Donc, elle est membre de la Société des Amis d'Arthur Machen. Et donc, je me suis mis à lire du Arthur Machen. Euh, j'ai trouvé ça assez fantastique. Donc, je me suis procuré l'intégrale aux éditions Tartarus. Je me suis récupéré aussi la biographie et voilà. Et donc, en fait, on travaille avec Anne-Sylvie pour faire une intégrale en français. Alors, on va commencer sans doute à l'hiver, printemps 2023. Voilà. Après, c'était des très, très grands. C'est des projets très très lourds. En fait, on a déjà fait des projets d'intégrale. On a déjà bossé sur William Morris, qui est un auteur britannique de la fin du 19e siècle. Une intégrale qui est en cours, qui va jusqu'en 2032, c'est-à-dire jusqu'au bicentenaire William Morris. Mais voilà, donc on travaille sur Meken. Alors après, moi je suis un tout petit peu gêné sur un point parce que je suis en train de travailler dessus, je lis dessus. Et donc, d'un point de vue théorique, j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est-à-dire les liens Machen Lovecraft, ce type de choses, c'est-à-dire essayer de trouver toutes les occurrences où Lovecraft parle de Machen, se dire quelle est vraiment l'influence, et voilà, parce que il y en a un, c'est un Gallois, l'autre, c'est un Américain, Mhm. c'est des univers intellectuels quand même très différents à l'époque. Donc voilà, et puis Machen, c'est quelqu'un qui a commencé à écrire bien avant Lovecraft, mais qui a continué à écrire beaucoup après Lovecraft, puisque Lovecraft, finalement, a une période d'écriture relativement courte. Mhm. Donc, pour moi, l'œuvre de Machen est beaucoup plus étendue chronologiquement, mais presque esthétiquement aussi que celle de Lovecraft, même si l'œuvre de Lovecraft est plus vaste que ce qu'on croit. Mais donc, voilà, c'est l'autre projet un peu Lovecraftien, d'une certaine façon, qu'on Oui, a, puisque... complètement, oui. Voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, un tout petit point de détail qui, moi, m'a frappé, c'est qu'on a un romancier français au catalogue qui s'appelle Jean-Luc Deschanaux, qui a fait 2 romans chez nous, dont un roman qui s'appelle Souviens-toi des monstres. Et Souviens-toi des monstres, ça a été
les droits de traduction ont été vendus dans beaucoup de pays hispanophones, notamment en Amérique du Sud. En fait, dans tous les pays hispanophones, sauf l'Espagne et les pays hispanophones d'Afrique. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que dans les pays d'Amérique du Sud, le rapport à la littérature fantastique est un peu différent. C'est-à-dire on trouve beaucoup parmi les grands auteurs de littérature générale des auteurs de littérature fantastique. Et donc le découpage éditorial se fait différemment. C'est intéressant comme on se rend compte que les découpages éditoriaux, souvent, c'est des questions historiques, sociologiques. Voilà, pour moi, Arthur Machen, c'est de la grande littérature, c'est certes de la littérature de l'imaginaire aussi, mais voilà, ça c'est ce type de questions qu'on va devoir résoudre avant de le publier. C'est-à-dire, est-ce que on s'adresse aux fans d'imaginaire? Est-ce qu'on va au-delà des fans d'imaginaire? C'était un peu la question, par exemple, là, il y a l'intégrale Lovecraft qui est en cours, mais qui a été fait, enfin, le coffret, pour ceux qui ont déjà le coffret, ça a été vraiment fait pour les fans d'imaginaire. Mais par exemple, Point, qui a publié la traduction de François Bon, indépendamment de ce qu'on pense de la traduction de François Bon, parce que je sais que c'est un sujet polémique, l'idée, c'était d'aller à la conquête d'un public qui n'était pas un public d'imaginaire. Donc voilà, c'est des questions éditoriales qu'on se pose, des questions où il faut qu'on se cultive sur Arthur Machen. Alors j'ai la chance effectivement d'être initié, aidé, encouragé, soutenu par Anne-Sylvie Omassel. Donc ça c'est très agréable quand même. Mais voilà, ça sera le plus connexe. Et si vous aimez Lovecraft, bah, il y a les romans de Gilberto. Je pense que les deux romans d'Achano, ça peut intéresser certains d'entre vous peut-être. Mais voilà, donc c'est Souviens-toi des monstres et Ta main noire. D'accord. Oui, je crois qu'elle est aussi traductrice de Ligotti, il me semble. Oui, oui. Voilà. Ah bah, moi, j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec elle. C'est quelqu'un qui traduit depuis presque 30 ans et qui a une œuvre de traductrice très, très étendue, qui est aussi romancière, hein, donc qui a fait beaucoup de nouvelles. Donc, je pense que c'est quelqu'un que les fans connaissent. Oui. Mais si vous ne connaissez pas, allez regarder son œuvre parce que ses œuvres propres sont très bien, ses traductions sont très bien, et puis elle fait un travail d'éditrice. Alors, je crois que ça a été mentionné dans le chat pour le Visage Oui. Vert. Ouais. C'est une je dirais, des 4 personnes qui sont les plus actives dans le Visage Vert. Elle était là à la fondation du Visage Vert, et donc c'est un pilier avec Elisabeth Willens, qui est la traductrice des littératures germanophones, enfin de littérature de langue allemande. Et donc, non, c'est très agréable, hein. Moi, en plus, c'était une des premières éditrices que j'ai rencontrées. Donc, je suis content de travailler avec elle. Je veux dire seulement que le quatrième Cochrane est déjà prêt aussi, sortira en espagnol dans le mois de mai au Chili, que c'est la montagne hallucinée, et que je suis en train d'écrire le cinquième. C'est-à-dire que est presque complet déjà le cycle de Cochrane et Toulouse. J'espère que d'ici fin d'année, avoir les premières jets de cinquième. On verra si tout va bien. Question de Valentin qui demande Gilberto, est-ce que tu fais des dédicaces en ce moment autour de Paris? On est en train d'organiser tous les salons, toutes les activités. Et David? Oui. Bah, Oui. en fait, on y verra beaucoup plus clair quand moi j'aurai enfin le jour précis de sortie. Mais dès qu'on l'aura, je pense que le prochain gros événement, c'est effectivement les Imaginales. Donc, c'est Épinal, c'est un peu loin de Paris. Mais dès qu'on a la date précise de sortie sur Paris, on organisera des événements sur Paris avec plaisir. C'est toujours, on avait fait le lancement du premier à la Dimension Fantastique. Donc, je pense que si on veut retourner à la Dimension Fantastique, l'équipe est adorable, ils nous recevront. Ça peut être intéressant de voir d'autres librairies aussi. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que c'est certes de la littérature de l'imaginaire, mais la série Cochrane, en fait, elle est constituée à 50% de Lovecraft, de Lovecrafterie, et 50% d'un travail sur Lord Cochrane, qui est un aventurier qui a vraiment existé, une sorte de héros écossais. Et ça pourrait être aussi intéressant de faire des rencontres dans des librairies qui sont plus tournées vers l'histoire ou qui sont plus tournées vers les littératures d'Amérique du Sud, de manière à avoir des publics un peu différents, de faire découvrir Lovecraft en dehors des cercles de l'imaginaire. Et donc voilà, il y aura sans doute plusieurs événements. Et puis j'aimerais bien qu'on montre les films. Il y a de plus en plus de librairies qui ont compris qu'en fait, une rencontre en librairie, ça peut être un vrai événement.
Et donc, il y a quelques librairies à Paris, par exemple, qui ont la possibilité de projeter des films ou voilà, donc ça pourrait être intéressant ou de projeter juste des extraits, pas un film en entier, mais ça pourrait être intéressant. Donc, oui, oui, mais suivez les activités des forges. Généralement, c'est la manière la plus rapide d'avoir des informations sur ce qu'on fait, c'est de regarder notre Insta. L'Insta des éditions Forges de Vulcain, c'est quand même plus rapide et voilà. Non, en Belgique, on est en attente d'invitation. On devra en avoir. Après, on s'entend bien avec pas mal de libraires belges. Donc, je ne serais pas contre retourner en Belgique. Moi, j'étais en Belgique il n'y a pas très longtemps à Liège pour un événement sur Le Guin. On a notre auteur et autrice de fantasy qui, eux, seront à Trolls et légendes. Donc, oui, oui, j'essaye en fait d'organiser des événements. Mais c'est toujours un peu de travail, mais on va y arriver. On va y arriver. Il faut noter aussi qu'on est quand même très soutenu par Pocket aussi, qui fait les éditions de poche avec Charlotte Wolper. Et c'est vrai que j'avais pas mesuré ça, mais quand j'étais adolescent, j'étais un très gros lecteur de poche. Et puis quand je suis adulte, je suis passé au grand format. Et en fait, j'ai complètement oublié que le grand format, c'est vraiment cher et que le poche, ça fait découvrir nos textes, les textes de Gilberto surtout, à plein de nouveaux lecteurs qui après vont nous soutenir pour faire la suite en grand format. Mais voilà, et c'est pas le même public parce qu'une grande partie des poches se vendent dans les grandes surfaces, donc les Fnac, les Cultura, alors que les grands formats se vendent plutôt dans des librairies traditionnelles en fait. Donc, c'est une très belle aventure, mais c'est vrai que c'est une longue aventure où il y a plein de gens passionnés, où on est très bien reçu, très bien accueilli, mais qui demande beaucoup de travail hein, quand même. Voilà. Mais être engagé dans une aventure collective avec quelqu'un comme toi, Gilberto, c'est quand même très agréable. Merci également. Et merci, merci à tous les amis qui ont été avec nous aujourd'hui. J'ai reconnu quelques noms Oui, sur oui, la oui, liste. quelques noms que tu connais sans doute, que tu as croisés à Oui, Verdun ou ailleurs. Hein, ouais, ouais. merci à tous pour les commentaires aussi. Ça sera sympa de se rencontrer un autre jour. Hmm. Ah, ouais. En plus, je crois que c'est Ouest-Hurlan, c'est ça bientôt? C'est Oui, avril, je à crois. Rennes, À Rennes, avril. un nouveau festival enfin, un beau festival apparemment qui se Ça fait. sera le premier salon, je pense, Oui, mais c'est ça. il Ouais, y ouais. aura plusieurs salons pour montrer les éditions de Forge et les éditions Poche Hmm. aussi. Hmm. Et on va publier sur les réseaux les dédicaces à Paris après. Hmm. Oui. Ah Ok. oui, en poche, pour dédicacer en poche, il y aura notamment le festival de Saint-Maur, qui est le gros festival de poche en France. Et Saint-Maur, bah, c'est juste à côté de Paris, quoi. 22h30, là, tout le monde est fatigué. Donc, Oui, merci à tous. ouais, Et je merci à toi, remercie. Guillaume, pour l'idée. Ah bah, merci à toi, Gilberto, d'avoir accepté de nous avoir permis de regarder le film. Merci encore à David d'être intervenu. Merci à tous, tous les amis qui sont dans le chat. Voilà. Je vous souhaite à Oui, tous une bonne nuit. Reposez-vous bien. Puis bah, à bientôt ailleurs. Là, donc, le replay, c'est en train d'être enregistré. Il sera en ligne d'ici quelques jours. Voilà, rapidement. Quoi, voilà. Donc, merci à encore tous. merci. Puis à bientôt. Hein. À bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.